Le corps d'Étienne Marceau fut découvert un matin de novembre, effondré sur le bureau de son cabinet privé, la main encore crispée autour d'une plume d'oie. Le médecin légiste, le docteur Armand Levasseur, déclara qu'il s'agissait d'une attaque cardiaque foudroyante. À 52 ans, le banquier le plus influent de Lyon venait de s'éteindre sans un cri, sans un adieu. Les funérailles furent grandioses. Toute la haute société lyonnaise se pressa dans la basilique Saint-Martin-d'Énée. Les hommes d'affaires portaient leurs plus beaux habits noirs. Les dames arboraient des voiles de dentelle sombre, et l'orgue résonnait de mélodies funèbres qui semblaient faire trembler les vitraux centenaires. Colette Marceau, l'épouse légitime, se tenait au premier rang, le visage pâle comme un linge, les yeux rougis mais secs. Elle n'avait plus de larmes. Pas après 23 ans d'un mariage qui s'était lentement transformé en cohabitation glaciale. Étienne avait été distant ces dernières années. Ses retours tardifs, ses voyages inexpliqués, ses silences de plus en plus lourds avaient creusé un fossé entre eux. Mais Colette s'était résignée. C'était le prix à payer pour appartenir à cette classe sociale, pour maintenir les apparences, pour porter le nom des Marceau. Ce qu'elle ne savait pas encore, c'est que le pire n'était pas la mort d'Étienne. Le pire était ce qui allait suivre. 3 jours après l'enterrement, Colette fut convoquée à l'étude du notaire, maître Auguste Fontaine, un homme austère aux sourcils broussailleux et au regard impénétrable. Le bureau sentait le cuir ancien et l'encre. Les boiseries sombres semblaient absorber toute lumière, créant une atmosphère pesante. Colette s'assit face au notaire, les mains gantées posées sagement sur ses genoux. Elle s'attendait à une formalité administrative, à la confirmation qu'elle hériterait de la fortune de son défunt mari. Après tout, elle était sa femme légitime. N'était-ce pas la loi? Maître Fontaine ouvrit une enveloppe cachetée à la cire rouge et déplia lentement plusieurs feuilles de papier vélin couvertes d'une écriture serrée. Il toussa légèrement avant de commencer la lecture. Testament d'Étienne François Marceau, rédigé le 15 septembre de l'année 1883, en présence de témoins assermentés et en pleine possession de mes facultés mentales. La voix du notaire résonnait dans la pièce, monotone, presque hypnotique. Colette écoutait distraitement, certaine de connaître déjà le contenu. Mais soudain, les mots qui sortirent de la bouche de maître Fontaine la glacèrent jusqu'aux os. Je lègue l'intégralité de mes biens, propriétés, investissements, titres bancaires et comptes personnels à mademoiselle Madeleine Roche, domiciliée au numéro 17 de la rue des Fantasques. Le silence qui suivit fut assourdissant. Colette cligna des yeux, convaincue d'avoir mal entendu. « Pardon » murmura-t-elle d'une voix étranglée. Maître Fontaine releva les yeux vers elle, son visage demeurant impassible. Monsieur Marceau a légué tous ses biens à mademoiselle Madeleine Roche. « Tous ses biens ?» répéta Colette, sentant le sol se dérober sous ses pieds. « Mais je suis sa femme. Nous avons été mariés pendant 23 ans. Le testament est légal et incontestable, madame. Il a été rédigé en bonne et due forme. Qui est cette Madeleine Roche ?» Le notaire hésita une fraction de seconde, et dans ce bref instant, Colette vit passer quelque chose dans son regard. De la gêne, de la pitié. Mademoiselle Roche est la propriétaire d'un établissement sur la colline de la Croix-Rousse, un établissement privé. Colette fronça les sourcils, ne comprenant pas immédiatement. Puis, comme une gifle, la vérité la frappa de plein fouet. Un bordel! Le mot était sorti de sa bouche comme un crachat. Maître Fontaine détourna le regard. C'est un établissement qui accueille une clientèle sélecte. Mon mari a laissé toute sa fortune à une maquerelle. La voix de Colette avait grimpé dans les aigus, tremblante de colère et d'incrédulité. Elle se leva brusquement, faisant tomber son réticule sur le parquet ciré. « Cela ne peut pas être légal. Je vais contester ce testament. Madame Marceau, je comprends votre détresse, mais le document est irréprochable. Votre mari était en pleine capacité juridique lorsqu'il l'a rédigé. De plus, le notaire marqua une pause, visiblement mal à l'aise. De plus, insista Colette, de plus, monsieur Marceau a spécifiquement mentionné que vous ne devez recevoir aucune part de l'héritage.
Il a même prévu une clause stipulant que toute contestation de votre part entraînera des poursuites judiciaires pour diffamation envers la bénéficiaire. Colette sentit ses jambes se dérober. Elle se raccrocha au bord du bureau pour ne pas s'effondrer. Pourquoi m'a-t-il fait ça? Mais Maître Fontaine n'avait pas de réponse. Ou peut-être refusait-il de la donner. Colette quitta l'étude du notaire dans un état second. Les rues de Lyon défilaient devant ses yeux sans qu'elle les voie vraiment. Les pavés humides reflétaient les lueurs des lampadaires à gaz qui commençaient à s'allumer dans le crépuscule précoce de novembre. Des calèches passaient dans un bruit de roues sur la pierre. Des commerçants fermaient leurs boutiques. La vie continuait comme si rien ne s'était passé. Mais pour Colette, tout venait de s'effondrer. Elle rentra à pied jusqu'à l'hôtel particulier de la Presqu'île, cette imposante demeure de 4 étages avec sa façade de pierre blonde et ses balcons en fer forgé. La demeure qu'elle avait considérée comme son foyer pendant plus de 2 décennies. La demeure qui, désormais, appartenait à une autre. Le majordome Julien ouvrit la porte et s'inclina respectueusement. Mais Colette passa devant lui sans un mot. Elle monta l'escalier monumental, ses talons claquant sur le marbre, et s'enferma dans sa chambre. Là, seule, elle se laissa enfin aller. Les sanglots qu'elle avait retenus depuis la lecture du testament explosèrent. Elle pleura de rage, d'humiliation, de désespoir. Comment Étienne avait-il pu lui faire ça? Après toutes ces années de dévouement, de silence, de dignité maintenue envers et contre tout. Mais au milieu des larmes, une autre émotion commença à germer. Une colère froide, déterminée. Elle ne laisserait pas cette femme s'emparer de tout sans comprendre pourquoi. Elle découvrirait qui était vraiment Madeleine Roche. Elle découvrirait ce qui liait son mari à cette créature. Et elle découvrirait la vérité, quoi qu'il en coûte. Les jours suivants furent un cauchemar. La nouvelle du testament se répandit dans tout Lyon comme une traînée de poudre. Les gazettes s'emparèrent de l'affaire avec délectation. Le banquier et la courtisane, un scandale lyonnais, titrait Le Progrès. L'héritage de la honte, proclamait la Gazette du Rhône. Colette se retrouva ostracisée par la société qu'elle avait fréquentée pendant des années. Les invitations se tarirent. Les dames qu'elle croisait dans la rue détournaient le regard. Même à l'église, elle sentait les regards réprobateurs, les chuchotements derrière les éventails. Elle était devenue une paria. Non pas parce qu'elle avait fait quelque chose de mal, mais parce qu'elle était la preuve vivante qu'un homme pouvait bafouer toutes les conventions et s'en tirer, même après sa mort. Un après-midi, alors qu'elle prenait le thé seule dans le salon, Julien entra avec une expression embarrassée. « Madame, une lettre vient d'arriver. Elle porte le cachet d'un cabinet d'avocats. » Colette décacheta l'enveloppe avec des mains tremblantes. À l'intérieur, une lettre sur papier à en-tête annonçait que mademoiselle Madeleine Roche, nouvelle propriétaire de l'hôtel particulier, lui accordait un délai de 2 semaines pour quitter les lieux, 2 semaines pour partir, 2 semaines pour abandonner sa vie entière. Colette froissa la lettre dans son poing. Non, elle ne partirait pas sans se battre, pas sans savoir. Ce soir-là, Colette prit une décision qui aurait semblé impensable quelques jours plus tôt. Elle allait se rendre au bordel de Madeleine Roche. Elle allait affronter cette femme et exiger des réponses. Elle attendit que la nuit soit tombée, puis s'habilla sobrement d'une robe de voyage sombre et d'une cape à capuche. Elle ne voulait pas être reconnue. Julien lui commanda un fiacre, visiblement inquiet, mais trop loyal pour poser des questions. La rue des Fantasques se trouvait dans un quartier que Colette n'avait jamais fréquenté. Les rues étaient plus étroites, plus sombres, bordées de bâtiments délabrés et de tavernes d'où s'échappaient des rires grossiers et des odeurs d'alcool bon marché. Mais au numéro 17, l'atmosphère changeait radicalement. La façade était élégante, presque respectable. 3 étages de pierre grise avec des fenêtres ornées de rideaux de velours pourpre. Une lanterne en fer forgé illuminait la porte d'entrée et un portier en livrée montait la garde. Colette descendit du fiacre, le cœur battant. Elle s'approcha de la porte, mais le portier lui barra le passage. « Bonsoir, madame. Avez-vous une invitation ? Je souhaite voir mademoiselle Roche. Mademoiselle Roche ne reçoit pas sans rendez-vous. Dites-lui que madame Colette Marceau souhaite lui parler. » Le nom sembla produire son effet.
Le portier hésita, puis disparut à l'intérieur. Quelques minutes plus tard, il revint et s'inclina. « Mademoiselle Roche vous attend dans son salon privé. Veuillez me suivre. » Colette franchit le seuil. Le souffle court. L'intérieur était luxueux, au-delà de tout ce qu'elle avait imaginé. Des tapis persans couvraient les parquets, des lustres en cristal illuminaient les couloirs, et des peintures coûteuses ornaient les murs. Elle entendait de la musique au loin, des rires étouffés, le tintement de verres de champagne. Le portier la guida jusqu'à une porte capitonnée de cuir au 2e étage. Il frappa 2 coups discrets, puis ouvrit. « Madame Marceau, mademoiselle. » Et Colette entra dans le salon privé de Madeleine Roche. La pièce était étonnamment sobre comparée au reste de l'établissement. Un bureau en acajou, quelques fauteuils en cuir, une bibliothèque remplie de livres aux reliures anciennes. Et derrière le bureau, assise dans un fauteuil avec une grâce étudiée, se tenait Madeleine Roche. Elle était plus jeune que Colette ne l'avait imaginé. 35 ans, peut-être 40. Des cheveux auburn relevés en un chignon sophistiqué, des yeux verts perçants, un visage aux traits fins qui aurait pu appartenir à n'importe quelle dame de la haute société. Elle portait une robe de soie bordeaux, élégante, sans être provocante. Madame Marceau, sa voix était calme, posée, presque douce. Je me demandais quand vous viendriez. Colette avança de quelques pas, les poings serrés. Vous saviez que je viendrais. Bien sûr, à votre place, j'aurais fait la même chose. Madeleine fit un geste vers un fauteuil. Asseyez-vous, je vous en prie. Je préfère rester debout, comme vous voudrez. Un silence pesant s'installa. Les 2 femmes s'observaient, jaugeant l'adversaire. « Pourquoi ?» finit par demander Colette, sa voix tremblant malgré elle. « Pourquoi mon mari vous a-t-il tout laissé ?» Madeleine croisa les mains sur le bureau, son expression demeurant indéchiffrable. « Parce que j'étais la seule personne en qui il avait vraiment confiance. » « Confiance ?» cracha Colette. « Vous étiez sa maîtresse. »« Non, madame, je n'étais pas sa maîtresse. » Colette cligna des yeux, déstabilisée. « Alors quoi? Qu'étiez-vous pour lui ?» Madeleine se leva lentement et se dirigea vers la fenêtre qui donnait sur la rue. Elle regarda dehors un moment avant de répondre. « J'étais sa complice, sa gardienne de secret, sa partenaire d'affaires, si vous voulez. »« Partenaire d'affaires ? Dans un bordel ? » ?»« Ce n'est pas qu'un bordel, madame Marceau. C'est bien plus que cela. » Colette sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Que voulez-vous dire ?» Madeleine se retourna, et pour la première fois, un léger sourire étira ses lèvres. « Votre mari était un homme brillant, mais c'était aussi un homme aux ambitions particulières. Il avait des projets que vous n'auriez jamais pu comprendre. Des projets qui nécessitaient de la discrétion, des contacts et un endroit où les hommes les plus puissants de Lyon pouvaient se rencontrer sans éveiller les soupçons. Vous parlez de corruption. Je parle de pouvoir, madame, de vraie influence. Votre mari ne s'est pas contenté d'être un banquier. Il est devenu l'homme qui tirait les ficelles dans l'ombre. Et pour cela, il avait besoin d'un lieu neutre, d'un endroit où les secrets pouvaient être échangés, où les alliances pouvaient être scellées. Et vous lui avez fourni cet endroit. Exactement. Colette sentit la nausée monter en elle. Vous êtes une entremetteuse, pas seulement de chair, mais de secrets et de corruption. Je préfère le terme de facilitatrice. Mais appelez cela comme bon vous semble. Et maintenant vous possédez tout ce qu'il a construit. Oui, parce que j'en connais tous les rouages, parce que je sais où sont enterrés les corps, pour ainsi dire. Votre mari savait que vous ne pourriez jamais continuer son œuvre. Mais moi, si. Colette recula d'un pas, horrifiée. Vous êtes un monstre. Non, madame, je suis une survivante, tout comme vous allez devoir apprendre à le devenir. Je vais détruire tout ce que vous avez bâti avec lui. Le sourire de Madeleine s'effaça. Je ne vous le conseille pas. Vous ne savez pas à qui vous vous attaqueriez. Les hommes qui fréquentent cet établissement sont les plus puissants de la ville. Des magistrats, des industriels, des politiciens. Si vous essayez de nous exposer, vous ne ferez que vous détruire vous-même. Je n'ai plus rien à perdre. Vous avez votre vie, madame Marceau. Et croyez-moi, c'est déjà beaucoup.
La menace était à peine voilée. Colette sentit la peur s'insinuer en elle, mais elle la repoussa. Elle ne laisserait pas cette femme la terroriser. Je découvrirai ce que mon mari tramait. Je découvrirai tous ses secrets, et je vous ferai tomber. Bonne chance, madame. Vous en aurez besoin. Colette tourna les talons et quitta le salon, le cœur battant à tout rompre. Elle descendit l'escalier aussi vite que possible, passa devant le portier ahuri et se retrouva dans la rue froide de Novembre. Elle tremblait de tout son corps, mais ce n'était plus seulement de peur ou de colère. C'était de détermination. Madeleine Roche lui avait lancé un défi, et Colette allait le relever. « D'où me suivez-vous? Laissez un commentaire. » Les 2 semaines accordées par Madeleine Roche passèrent dans un tourbillon d'activités frénétiques. Colette avait loué un petit appartement dans le quartier de Bellecour, loin du luxe de l'hôtel particulier qu'elle avait dû abandonner. L'endroit était modeste, 2 pièces au 3e étage d'un immeuble vétuste, avec une fenêtre donnant sur une cour intérieure où séchait le linge des voisins. Mais c'était un toit, et pour le moment, c'était suffisant. Elle avait vendu discrètement quelques bijoux et objets personnels pour survivre. L'argent ne durerait pas longtemps, mais ce n'était pas sa priorité immédiate. Sa priorité était de comprendre ce qu'Étienne avait fait et pourquoi il l'avait trahi de manière si cruelle. Colette avait commencé son enquête par les papiers personnels d'Étienne qu'elle avait réussi à récupérer avant de quitter la maison. Des carnets de notes, des relevés bancaires, des lettres. La plupart étaient banales, des correspondances d'affaires ordinaires, des transactions commerciales sans intérêt. Mais certains documents attirèrent son attention. Il y avait des noms récurrents. Victor Arnaud, industriel du textile. Léon Bertrand, magistrat. Henri Gastineau, conseiller municipal. Tous ces hommes étaient des piliers de la société lyonnaise. Et selon les notes d'Étienne, tous avaient été reçus à la rue des Fantasques. Colette nota méticuleusement chaque nom dans un carnet. Si Madeleine avait raison, si le bordel était vraiment un lieu où se tramèrent des affaires secrètes, alors ces hommes détenaient des réponses. Mais comment les approcher? Une femme seule, déshonorée par le scandale, ne pouvait pas simplement frapper à leur porte et exiger des explications. Elle devait être plus subtile. Son premier contact fut le docteur Armand Levasseur, celui-là même qui avait constaté le décès d'Étienne. C'était un homme d'une 60aine d'années, respecté dans son milieu, et qui avait toujours été cordial avec elle, lors des rares occasions où ils s'étaient croisés. Colette prit rendez-vous sous prétexte d'un problème de santé. Elle se rendit à son cabinet, situé dans une rue élégante de la Presqu'île. L'endroit sentait le désinfectant et les herbes médicinales. La salle d'attente était décorée de gravures anatomiques et de diplômes encadrés. Lorsqu'elle fut introduite dans le cabinet, le docteur Levasseur l'accueillit avec un sourire professionnel. « Madame Marceau, quel plaisir de vous revoir, bien que je sois désolé des circonstances. Comment allez-vous? Aussi bien qu'on peut l'espérer, docteur. » Elle s'assit sur la chaise qu'il lui indiqua. Il prit place derrière son bureau et croisa les mains. « Alors, qu'est-ce qui vous amène? » « En réalité, docteur, je ne suis pas ici pour un examen médical. J'ai besoin de votre aide. » Le sourire du médecin se figea légèrement. « Je vous écoute. Mon mari, Étienne, vous avez constaté sa mort. Vous avez dit qu'il s'agissait d'une attaque cardiaque. En effet, c'est ce que l'autopsie a confirmé. Avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel? N'importe quoi qui aurait pu sembler étrange? » Levasseur fronça les sourcils. « Madame Marceau, je ne suis pas sûr de comprendre où vous voulez en venir. Docteur, mon mari m'a tout pris. Il m'a humilié publiquement en laissant son héritage à une femme de mauvaise vie. J'ai le droit de savoir pourquoi. Et je pense que vous pourriez avoir des réponses. » Le médecin se redressa sur son siège, visiblement mal à l'aise. « Je suis désolé pour ce qui vous est arrivé, mais je ne vois pas en quoi je pourrais vous aider. Vous connaissiez mon mari depuis des années. Vous le soigniez. Il devait se confier à vous. Les conversations entre un médecin et son patient sont confidentielles. Il est mort, docteur. Le secret médical ne s'applique plus. » Levasseur soupira et se frotta les tempes. « Madame, même si je le voulais, je ne pourrais rien vous dire qui vous apporterait du réconfort. Je ne cherche pas le réconfort, je cherche la vérité. »
Un long silence s'installa. Colette vit le médecin hésiter, peser le pour et le contre. Finalement, il se leva et alla fermer la porte de son cabinet. Quand il revint s'asseoir, son expression avait changé. « Très bien, mais ce que je vais vous dire ne doit sortir de cette pièce sous aucun prétexte. Vous avez ma parole. Votre mari était un homme compliqué. Il venait me consulter régulièrement, non pas pour des problèmes de santé physique, mais pour des troubles nerveux, de l'anxiété, de l'insomnie. Il me disait qu'il portait un poids immense sur ses épaules. Quel genre de poids? Il ne me l'a jamais dit explicitement. Mais il laissait entendre qu'il était impliqué dans des affaires délicates, des choses qui pourraient le détruire si elles étaient révélées. Des affaires illégales? Je ne sais pas. Il restait vague. Mais j'ai eu l'impression qu'il était pris dans un engrenage dont il ne pouvait plus sortir. Et le bordel de la rue des Fantasques, y faisait-il allusion? Levasseur pâlit légèrement. Comment savez-vous cela? Je le sais, docteur. Répondez-moi. Le médecin hésita encore, puis finit par hocher la tête. Une fois, il m'a dit qu'il fréquentait un endroit où les hommes pouvaient être eux-mêmes, sans craindre le jugement. Un endroit où tout pouvait être arrangé. Je n'ai pas posé de questions. Mais vous saviez de quoi il parlait. Madame Marceau, tout Lyon sait ce qu'est cet établissement. C'est un secret de Polichinelle. Mais personne n'ose en parler ouvertement, car trop de gens importants y sont liés. Vous y êtes allé? Levasseur rougit violemment. Non, je ne fréquente pas ce genre d'endroit. Mais le mensonge était visible dans ses yeux. Colette le nota mentalement. Si je voulais en savoir plus sur ce qui se passe vraiment là-bas, à qui devrais-je parler? À personne. Madame, si vous êtes sage, vous oublierez tout cela et vous referiez votre vie ailleurs, loin de Lyon. C'est la deuxième fois qu'on me dit de partir. Qu'est-ce qui vous fait tous si peur? Levasseur se leva brusquement. Je pense que notre entretien est terminé, madame. Je ne peux rien faire de plus pour vous. Colette se leva à son tour, mais avant de partir, elle se retourna vers lui. Docteur, une dernière question. Mon mari, est-il vraiment mort d'une attaque cardiaque? Le médecin la fixa longuement, et dans ce regard, Colette lut quelque chose de troublant. Du doute, de la peur. Oui, madame, c'est ce que dit le rapport officiel. Et il accentua le mot « officiel » d'une manière qui donna à Colette la chair de poule. Les jours suivants, Colette continua son enquête. Elle se rendit dans plusieurs endroits où elle savait qu'Étienne avait ses habitudes. La banque de Lyon et du Rhône, où il avait son bureau, les cafés de la place Bellecour qu'il fréquentait. Partout, elle posait des questions, mais partout, on lui opposait le même mur de silence. Les employés de la banque refusaient de lui parler. Les serveurs des cafés prétendaient ne rien savoir. C'était comme si une chape de plomb était tombée sur toute mention d'Étienne Marceau. Mais Colette était tenace. Elle savait qu'il devait y avoir quelqu'un qui accepterait de parler. Quelqu'un qui n'était pas complètement sous l'emprise de cette conspiration du silence. Elle le trouva en la personne d'Auguste Lemoine, un ancien employé de la banque qui avait été licencié quelques mois avant la mort d'Étienne. Colette avait trouvé son nom dans les papiers de son mari, accompagné de notes cryptiques. Trop curieux. Danger. Elle le retrouva dans une taverne misérable du quartier des Terreaux, où il noyait ses chagrins dans le vin bon marché. C'était un homme d'une quarantaine d'années, au visage marqué par l'alcool et la déchéance. Colette s'assit en face de lui sans demander la permission. « Monsieur Lemoine ?» Il leva vers elle des yeux rougis. « Qui êtes-vous ?»« Colette Marceau, la veuve d'Étienne Marceau. » À la mention de ce nom, Lemoine eut un rire amer. « Ah, la veuve, j'ai entendu parler de vous, celle qui s'est fait dépouiller au profit d'une putain. » Colette serra les dents, ravalant l'insulte. « Je cherche des réponses, et je pense que vous pourriez m'aider. » Pourquoi je vous aiderais? Parce que mon mari vous a détruit, et je veux savoir pourquoi. Le moine la dévisagea longuement, puis fit signe au tavernier d'apporter une autre bouteille. Très bien. Asseyez-vous et écoutez, mais après vous me laisserez tranquille. Colette hocha la tête et se pencha en avant, tous ses sens en éveil. Votre mari, madame, n'était pas l'homme respectable que tout le monde croyait. Oh, il avait l'air parfait en surface.
Costume impeccable, manière raffinée, sourire charmeur. Mais derrière tout ça, c'était un requin. Que voulez-vous dire? Il faisait du trafic d'influence. Il utilisait la banque pour blanchir de l'argent sale. Il prêtait à des taux usuraires à des gens désespérés, puis les ruinait quand ils ne pouvaient ne pas rembourser. Et quand quelqu'un menaçait de parler, il trouvait toujours un moyen de le faire taire. Comment? Parfois par la corruption, parfois par le chantage. Et parfois, il ne finit pas sa phrase, mais le sous-entendu était clair. Et vous, qu'avez-vous découvert qui l'a poussé à vous renvoyer? Le moine but une longue gorgée de vin avant de répondre. J'ai découvert qu'il y avait des transferts d'argent étranges, des sommes énormes qui disparaissaient des comptes de la banque pour réapparaître ailleurs. J'ai commencé à poser des questions, et le lendemain, j'étais licencié pour faute grave, sans préavis, sans indemnité. Où allait cet argent? Je ne sais pas, mais je sais qu'il y avait des noms codés dans les registres, des surnoms, des initiales. L'un d'eux revenait souvent « la flamme rouge ». La flamme rouge, qu'est-ce que c'est? Je l'ignore, mais c'était important, très important. Et votre mari en avait une peur bleue. Colette nota soigneusement cette information. Et le bordel de la rue des Fantasques? Vous en avez entendu parler? Le moine ricana. Tout le monde en a entendu parler. C'est là que se font les vraies affaires. Pas à la banque, pas dans les bureaux officiels. C'est là-bas, dans les salons privés, entre 2 verres de champagne et des filles à moitié nues, que les contrats se signent, que les pots de vin changent de main, que les destins se scellent. Mon mari y allait souvent, au moins 2 fois par semaine, d'après ce que j'ai entendu, mais il n'y allait pas pour les filles, il y allait pour rencontrer des gens puissants. Qui? Des magistrats, des industriels, des politiciens, tous ceux qui comptent à Lyon, et la patronne, Madeleine Roche, elle est au cœur de tout. Elle tient tous les secrets, c'est pour ça que personne n'ose la toucher. Il doit bien y avoir un moyen de l'atteindre. Le moine secoua la tête. Vous êtes folle si vous croyez pouvoir la faire tomber. Elle est protégée par des gens qui pourraient vous faire disparaître sans que personne ne pose de questions. Je ne peux pas abandonner. Alors vous êtes condamnée, madame. Colette quitta la taverne avec plus de questions que de réponses. La flamme rouge, qu'est-ce que cela signifiait? Et pourquoi Étienne en avait-il si peur? Les semaines passèrent. Colette continua à enquêter, à rassembler des bribes d'informations, à reconstituer peu à peu le puzzle. Elle découvrit que plusieurs hommes d'affaires qui fréquentaient le bordel avaient bénéficié de prêts avantageux de la banque d'Étienne, souvent dans des conditions qui auraient dû éveiller les soupçons. Elle découvrit aussi que certains de ces hommes avaient vu leurs concurrents mystérieusement ruinés ou écartés. Tout pointait vers un réseau de corruption organisée avec Étienne au centre et le bordel de Madeleine comme point de rencontre. Mais il lui manquait encore la pièce maîtresse, la preuve concrète, quelque chose qui pourrait être présenté aux autorités, qui pourrait déclencher une enquête officielle. C'est alors qu'elle se souvint d'une chose. Dans les papiers d'Étienne, il y avait une clé. Une petite clé de cuivre portant le numéro 47. Elle ne savait pas à quoi elle servait, mais elle l'avait gardée. Un soir, en l'examinant de plus près, elle remarqua une gravure, presque invisible. Banque privée Savoie. La Banque privée Savoie était un établissement discret, spécialisé dans les coffres de sécurité pour clients fortunés. Si Étienne y avait un coffre, peut-être contenait-il des documents compromettants. Le lendemain matin, Colette se rendit à la banque. C'était un bâtiment austère près des quais de Saône. Elle se présenta au guichet et montra la clé. « Je souhaiterais accéder au coffre numéro 47. » L'employé, un jeune homme au visage impassible, examina la clé. « Vous êtes bien madame Marceau ?»« Oui. »« Je suis désolé, madame, mais l'accès à ce coffre a été révoqué. »« Révoqué? Par qui? » ?»« Par la nouvelle propriétaire, mademoiselle Madeleine Roche. Elle a présenté les documents prouvant qu'elle est désormais la seule personne autorisée. » Colette sentit la colère monter en elle. « Ce coffre appartenait à mon mari. J'ai le droit d'y accéder. »« Je suis désolée, madame, mais mes instructions sont claires. » Colette était sur le point de protester davantage quand elle remarqua quelque chose. L'employé avait discrètement glissé un petit papier plié vers elle sur le comptoir. Elle le prit, le cœur battant, et quitta la banque sans un mot de plus.
Une fois dehors, elle déplia le papier. Dessus, une seule phrase griffonnée à la hâte, « Cherchez dans les archives du journal Le Progrès, année 1869, incendie du théâtre des Célestins. L'année 1869, l'incendie du théâtre des Célestins. » Colette n'avait aucun souvenir de cet événement, mais il devait avoir son importance si quelqu'un avait pris le risque de lui transmettre cette information. Elle se rendit au bureau du journal Le Progrès, situé dans un bâtiment imposant de la place Bellecour. Les archives étaient conservées dans une vaste salle poussiéreuse au sous-sol où des rangées de classeurs en bois contenaient des années et des années de gazettes jaunies. Un archiviste âgé, presque aussi poussiéreux que ses documents, l'aida à localiser les éditions de 1879. Colette s'installa à une table et commença à feuilleter les pages. Elle trouva l'article en question dans l'édition du 23 mars 1879. Le titre était sensationnel. « Tragédie au théâtre des Célestins, 15 morts dans un incendie dévastateur ». Colette lut attentivement. L'incendie s'était déclaré pendant une représentation de la Dame aux Camélias. Les flammes avaient rapidement envahi le bâtiment, piégeant des dizaines de spectateurs. 15 personnes avaient péri, dont plusieurs membres de familles éminentes de Lyon. Mais ce fut le paragraphe suivant qui attira son attention. Parmi les victimes figure la jeune Amélie Roche, âgée de 16 ans, fille unique du négociant en soierie Jacques Roche. La jeune fille était accompagnée de son fiancé, le jeune banquier Étienne Marceau, qui a miraculeusement survécu. Monsieur Marceau, gravement blessé, a été transporté à l'Hôtel-Dieu où il se remet de ses blessures. Colette relut le passage plusieurs fois, son esprit s'emballant. Amélie Roche, Roche, ce nom, et soudain, tout devint clair. Madeleine Roche, Amélie Roche, elles portaient le même nom de famille. Ce ne pouvait pas être une coïncidence. Colette fouilla frénétiquement dans les autres éditions, cherchant plus d'informations. Elle trouva un article de suivi quelques jours plus tard. Le père en deuil accuse. Jacques Roche, père de la défunte Amélie, a accusé publiquement Étienne Marceau d'avoir abandonné sa fille dans les flammes pour sauver sa propre vie. Monsieur Marceau a réfuté ces accusations, affirmant qu'il avait tenté de sauver mademoiselle Roche, mais que la fumée et les flammes l'en avaient empêché. L'enquête est toujours en cours. Et puis, un dernier article daté d'1 mois plus tard, l'affaire du théâtre classé, l'enquête sur l'incendie du théâtre des Célestins a conclu à un accident dû à une lampe à huile renversée. Aucune charge n'a été retenue contre quiconque. Jacques Roche, inconsolable, a quitté Lyon pour une destination inconnue. Colette s'adossa à sa chaise, le souffle coupé. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler, mais le tableau qu'elle formait était encore incomplet. Madeleine Roche. Amélie Roche. Y avait-il un lien de parenté, une sœur, une cousine? Et si Madeleine était liée à la jeune fille morte, cela expliquerait-il pourquoi Étienne lui avait tout laissé? Une forme de dette, de culpabilité? Mais cela n'expliquait pas le réseau de corruption, les transactions suspectes, la peur qui entourait le bordel. Colette devait en savoir plus. Elle devait retrouver Jacques Roche, le père de la victime. Il lui fallut 2 semaines pour le localiser. Jacques Roche vivait désormais dans un petit village des Monts du Lyonnais, à une trentaine de kilomètres de Lyon. Colette prit une diligence jusqu'au village, un hameau pittoresque niché dans les collines verdoyantes. La maison de Jacques Roche était modeste, une petite bâtisse en pierre au toit d'ardoise. Colette frappa à la porte, le cœur battant. Un vieil homme vint ouvrir. Il devait avoir près de 70 ans, le dos voûté, les cheveux blancs, le visage creusé de rides profondes. Ses yeux étaient d'un bleu délavé, comme éteint. « Monsieur Roche ? » ?»« Oui, je m'appelle Colette Marceau. J'aimerais vous parler d'Étienne Marceau. » Le changement fut immédiat. Le visage du vieil homme se durcit. Ses mâchoires se crispèrent. « Vous êtes sa veuve. »« Oui, partez. Je n'ai rien à vous dire. » Il voulut refermer la porte, mais Colette la retint. « Monsieur Roche, s'il vous plaît, j'ai besoin de comprendre. Mon mari m'a tout pris, et je ne sais pas pourquoi. Je pense que cela a un rapport avec votre fille. Vous croyez que je vais vous aider, vous, la femme de l'homme qui a tué ma petite Amélie? Il ne l'a pas tuée.
L'incendie était un accident. Un accident. Le vieil homme eut un rire amer. C'est ce que tout le monde a dit, c'est ce que l'enquête a conclu, mais moi, je sais la vérité. Quelle vérité? Jacques Roche la fixa longuement, puis finit par soupirer. Entrez. L'intérieur de la maison était spartiate. Un mobilier simple, des murs nus, une odeur de vieux bois et de solitude. Le vieil homme lui fit signe de s'asseoir à une table en bois brut. « Vous voulez savoir ce qui s'est vraiment passé cette nuit-là » ? « Oui. Étienne Marceau était fiancé à ma fille. Elle l'aimait. Elle pensait qu'elle allait avoir une belle vie avec lui. Mais lui, il ne l'aimait pas vraiment. Il aimait mon argent. Mon commerce de soierie était prospère. Le mariage devait nous unir en affaires. Mais l'incendie... Cette nuit-là, ils étaient au théâtre. Quand le feu a pris, il y a eu la panique. Les gens se sont rués vers les sorties. Étienne a abandonné ma fille. Il l'a laissée là, dans les flammes, pour sauver sa peau. Comment pouvez-vous en être sûr? Parce qu'un témoin l'a vu. Un machiniste du théâtre qui a survécu. Il a vu Étienne pousser ma fille pour passer devant elle. Il l'a vu tomber, piétiné par la foule. Et il a vu Étienne ne pas se retourner. Colette sentit son sang se glacer. Pourquoi ce témoin n'a-t-il pas témoigné lors de l'enquête? Parce qu'il a été payé pour se taire, par Étienne lui-même. Vous en avez la preuve? Non, mais je le sais. Tout comme je sais que l'enquête a été bâclée. Étienne avait déjà des connexions, des amis bien placés. Il a étouffé l'affaire. Et après, qu'êtes-vous devenu? J'ai tout perdu. Mon commerce, ma raison de vivre. J'ai essayé de me battre, de faire rouvrir l'enquête, mais personne ne m'a écouté. Alors je suis parti. Je me suis exilé ici, loin de tout, pour essayer d'oublier. Mais on n'oublie jamais. Monsieur Roche, connaissez-vous une femme nommée Madeleine Roche? Le vieil homme se figea. Pourquoi me posez-vous cette question? Parce que mon mari lui a tout légué, sa fortune, ses propriétés, tout. Et je pense qu'elle est liée à votre fille. Jacques Roche ferma les yeux, comme si le simple fait d'entendre ce nom lui faisait mal. Madeleine, c'est la fille de mon frère cadet, ma nièce. Votre nièce? Oui. Elle et Amélie étaient très proches, comme des sœurs. Quand Amélie est morte, Madeleine a été dévastée. Elle m'a supplié de continuer à me battre, mais j'étais trop brisé. Alors elle a décidé de le faire elle-même. Comment? Je ne sais pas. Nous nous sommes perdus de vue. La dernière fois que je l'ai vue, c'était il y a des années. Elle m'a dit qu'elle ferait payer Étienne Marceau pour ce qu'il avait fait. Colette sentit un frisson lui parcourir l'échine. Elle a cherché à se venger? Oui, mais je ne sais pas comment. Je ne voulais pas savoir. Je voulais juste oublier. Colette se leva, les jambes tremblantes. Merci, monsieur Roche. Vous m'avez beaucoup aidé. Madame Marceau. Elle se retourna. Faites attention. Madeleine n'est plus la jeune fille douce que j'ai connue. Elle est devenue quelqu'un d'autre, quelqu'un de dangereux. Si elle a vraiment obtenu tout ce qu'Étienne possédait, c'est qu'elle a trouvé un moyen de le contrôler. Et si elle a pu le contrôler, elle peut vous contrôler aussi. Sur le chemin du retour vers Lyon, Colette repensa à tout ce qu'elle avait appris. La vérité commençait à se dessiner, terrifiante et implacable. Madeleine Roche n'était pas une simple maquerelle. Elle était la nièce d'un homme détruit par Étienne. Elle avait cherché à se venger de la mort de sa cousine Amélie, et elle avait réussi. Mais comment? Comment une jeune femme, même déterminée, avait-elle pu passer du statut de victime à celui de maîtresse d'un empire de corruption et de secrets? La réponse vint à Colette comme un éclair. Le bordel. Madeleine avait créé un lieu où les hommes les plus puissants de Lyon venaient se détendre, se confier, commettre des indiscrétions. Un lieu où elle pouvait collecter leurs secrets, leurs faiblesses, leurs péchés. Et elle avait utilisé ces secrets pour les contrôler, pour les faire chanter, pour construire un réseau d'influence qui rivalisait avec celui des autorités officielles. Étienne avait dû être l'un de ses premiers clients, peut-être ne l'avait-il même pas reconnu au début. Mais elle savait qui il était. Elle avait attendu patiemment, collectant des preuves de ses malversations, de ses corruptions, de ses crimes. Et quand elle avait eu assez de pouvoir, elle l'avait piégé.
Elle avait dû le forcer à lui léguer toute sa fortune, sous peine de tout révéler. C'était brillant, c'était impitoyable, c'était terrifiant. Si cette histoire macabre vous a donné des frissons, partagez-la avec un ami qui aime les contes d'horreur. Mais ce qui troublait le plus Colette, c'était la mort d'Étienne. Le docteur Levasseur avait semblé douter du diagnostic officiel. Et si ce n'était pas une attaque cardiaque? Et si Madeleine l'avait tué une fois qu'elle avait obtenu ce qu'elle voulait? Colette se souvint des mots du docteur. C'est ce que dit le rapport officiel. Comme s'il y avait eu un autre rapport. Un rapport caché. Il fallait qu'elle retourne voir Levasseur. Il fallait qu'elle lui arrache la vérité. Cette fois, Colette ne prit pas rendez-vous. Elle se présenta directement au cabinet du médecin en fin de journée, quand elle savait qu'il n'aurait plus de patients. Levasseur parut surpris de la voir. « Madame Marceau, je pensais vous avoir dit tout ce que je savais. Vous m'avez menti, docteur. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Mon mari n'est pas mort d'une attaque cardiaque, n'est-ce pas ?» Le médecin pâlit. « Comment osez-vous? Dites-moi la vérité. » Levasseur jeta un coup d'œil nerveux vers la porte, comme s'il craignait d'être entendu. « Madame, vous jouez avec le feu. Je veux savoir comment mon mari est mort. » Le médecin se passa une main sur le visage, visiblement tiraillé. « Très bien. Mais si vous répétez cela à quiconque, je nierai tout. Je vous écoute. Votre mari, il avait des traces de toxines dans le sang. Une substance végétale que je n'ai pas pu identifier précisément, mais qui était clairement toxique. Du poison? Oui, administré progressivement, sur plusieurs jours sans doute, pour imiter les symptômes d'une maladie cardiaque. Pourquoi n'avez-vous pas révélé cela? Parce qu'on m'a fait comprendre que ce serait une très mauvaise idée. Qui? Des gens puissants, madame. Des gens qui ne veulent pas qu'on pose de questions. Madeleine Roche. Levasseur ne répondit pas, mais son silence était éloquent. Elle l'a tué. Elle a empoisonné mon mari. Je ne peux rien prouver. Et même si je le pouvais, personne ne m'écouterait. Les magistrats qui pourraient ouvrir une enquête sont tous compromis. Colette sentit la colère et le désespoir l'envahir. Alors elle va s'en tirer? Elle va garder tout ce qu'elle a volé? Tout ce qu'elle a obtenu par le meurtre et le chantage? Je suis désolé, madame. Mais c'est ainsi. Non, je ne l'accepterai pas. Que comptez-vous faire? Je vais la détruire, je vais exposer tous ses crimes, je vais la faire tomber. Levasseur secoua la tête. Vous allez vous faire tuer. Peut-être, mais au moins j'aurais essayé. Colette savait qu'elle ne pouvait pas affronter Madeleine seule. Elle avait besoin d'alliés, de preuves concrètes et d'un plan. Elle commença par le plan le plus risqué, infiltrer le bordel de la rue des Fantasques. Pour cela, elle devait changer d'identité. Elle ne pouvait pas se présenter en tant que Colette Marceau, la veuve déshonorée qui cherchait vengeance. Elle devait devenir quelqu'un d'autre. Elle se fit appeler Marguerite Valois, une jeune veuve venue de Paris chercher du travail. Elle modifia son apparence. Elle tint ses cheveux d'un brun plus foncé, changea sa coiffure, adopta des vêtements plus modestes. Elle s'entraîna à parler avec un accent parisien, à changer sa gestuelle, sa posture. Puis, un soir de décembre, elle se présenta à la porte du bordel, prétendant être à la recherche d'un emploi. Le portier la toisa avec méfiance. « On n'embauche pas comme ça. »« Je sais, mais j'ai entendu dire que mademoiselle Roche appréciait les femmes débrouillardes. Je peux être utile. » « Utile comment ? Je sais lire et écrire. Je sais tenir des comptes. Je peux servir dans les salons. Je suis discrète. » Le portier hésita, puis disparut à l'intérieur. Quelques minutes plus tard, il revint. « Mademoiselle Roche va vous recevoir. » Colette sentit son cœur s'emballer. Elle allait se retrouver face à face avec son ennemi. Et cette fois, elle devait jouer un rôle parfait. Madeleine Roche était assise derrière son bureau, exactement comme lors de leur première rencontre. Mais cette fois, elle ne reconnut pas Colette, du moins, pas immédiatement. « Marguerite Valois, c'est cela ?»« Oui, mademoiselle. »« Et vous cherchez du travail ?»« Oui. Je suis veuve depuis peu. J'ai besoin de gagner ma vie. » Madeleine l'examina attentivement, son regard perçant, scrutant chaque détail. « Vous ne ressemblez pas aux filles qui travaillent habituellement ici. Je ne cherche pas à être une de vos employées.
Je pensais plutôt à un poste administratif. Administratif? Un léger sourire étira les lèvres de Madeleine. Intéressant? Vous savez vraiment tenir des comptes? Oui, j'ai travaillé pour un notaire à Paris. C'était un mensonge, mais Colette avait préparé son histoire dans les moindres détails. Et pourquoi avoir quitté Paris? Des raisons personnelles? Tout le monde a des raisons personnelles, soyez plus précise. Colette baissa les yeux, feignant la gêne. Mon mari, il est mort dans des circonstances difficiles. Sa famille m'a rejeté. J'ai préféré partir. Madeleine hocha lentement la tête. Je comprends. Les familles peuvent être cruelles. Elle se leva et fit le tour de son bureau. Très bien, Madame Valois, je vais vous donner une chance, mais sachez que je ne tolère pas la trahison. Si je découvre que vous me mentez sur quoi que ce soit, vous le regretterez. Je ne vous mentirai pas, mademoiselle. Nous verrons. Vous commencez demain soir. Vous tiendrez les comptes des salons privés. C'est un travail délicat qui nécessite une discrétion absolue. Je comprends. Bien. Mon intendant vous montrera vos quartiers. Colette s'inclina et quitta la pièce, le cœur battant. Elle avait réussi. Elle était à l'intérieur. Soutenez notre chaîne en cliquant sur le bouton « Merci » en forme de cœur afin que nous puissions continuer à vous proposer des histoires aussi sombres et captivantes que celle-ci. Les semaines suivantes furent une plongée vertigineuse dans un monde que Colette n'avait jamais imaginé. Le bordel de Madeleine Roche n'était pas un simple lieu de débauche. C'était un véritable centre de pouvoir, un lieu où se tramaient les affaires les plus secrètes de Lyon. Colette tenait les comptes des salons privés, mais ces comptes n'étaient pas que des listes de dépenses et de recettes. C'étaient des registres codés qui répertoriaient les visites de chaque client, les services qu'il demandait, les informations qu'il laissait échapper. Chaque homme qui franchissait le seuil avait un dossier que Madeleine conservait précieusement et qu'elle utilisait comme moyen de pression quand nécessaire. Colette découvrit que Victor Arnault, l'industriel du textile, venait au bordel 2 fois par semaine. Il avait des goûts particuliers qui auraient ruiné sa réputation s'ils étaient connus. Madeleine lui avait accordé plusieurs faveurs commerciales en échange de son silence et de sa coopération. Léon Bertrand, le magistrat, avait une maîtresse attitrée parmi les filles. Il discutait souvent de ses affaires judiciaires avec elle, révélant des informations confidentielles que Madeleine notait soigneusement. Henri Gastineau, le conseiller municipal, utilisait le bordel pour rencontrer discrètement des promoteurs immobiliers. Des contrats se signaient dans les chambres, des pots de vin changèrent de main, des décisions politiques se prenaient entre 2 coupes de champagne. Et Madeleine orchestrait tout cela avec une maîtrise parfaite. Elle savait exactement qui manipuler, comment le faire et quand frapper. Mais ce qui stupéfia le plus Colette, ce fut de découvrir l'ampleur du réseau. Il ne s'agissait pas seulement de Lyon. Des hommes venaient de toute la région, et même de Paris. Des banquiers, des industriels, des politiciens de haut rang. Le bordel était devenu un nœud central dans un réseau de corruption qui s'étendait bien au-delà de ce qu'elle avait imaginé. Un soir, alors qu'elle classait des documents dans le bureau de Madeleine, celle-ci étant absente, Colette tomba sur un dossier marqué « EM, Marceau ». Son cœur s'arrêta. C'était le dossier d'Étienne. Elle l'ouvrit, avec des mains tremblantes. À l'intérieur, il y avait des pages et des pages de notes, de relevés bancaires, de photographies compromettantes. Tout ce que Madeleine avait collecté sur Étienne au fil des années. Colette découvrit que son mari avait été bien pire qu'elle ne l'avait imaginé. Il avait détourné des fonds de la banque. Il avait truqué des faillites pour s'emparer des biens de ses clients. Il avait même été impliqué dans un meurtre, celui d'un rival commercial qu'il avait menacé de révéler ses malversations. Et Madeleine avait tout documenté. Chaque crime, chaque corruption, chaque secret honteux. Mais le plus troublant était à la fin du dossier, une lettre manuscrite d'Étienne, datée de quelques semaines avant sa mort. « Madeleine, je vous en supplie, j'ai fait ce que vous m'avez demandé. J'ai rédigé le testament. Vous aurez tout. Mais de grâce, laissez-moi vivre. J'ai une famille. J'ai encore des choses à accomplir. Ne me tuez pas. Je vous en conjure. » Et en dessous, d'une écriture élégante
qui ne pouvait être que celle de Madeleine. La mort d'Amélie doit être payée. Vous avez eu 24 ans de sursis, c'est suffisant. Colette sentit ses jambes se dérober. Madeleine avait vraiment tué Étienne. C'était là, noir sur blanc, l'aveu d'un meurtre prémédité. Elle devait sortir ce document d'ici. Elle devait le montrer aux autorités. C'était la preuve qu'elle cherchait depuis le début. Mais au moment où elle refermait le dossier, une voix glaciale retentit derrière elle. « Qu'est-ce que vous faites ?» Colette se retourna brusquement. Madeleine se tenait sur le seuil, les yeux brillants de colère. « Je classais les documents comme vous me l'avez demandé. Mentir est une très mauvaise idée, Madame Marceau. » Le sang de Colette se glaça. Elle savait. Madeleine avait toujours su. « Comment ? Vous pensiez vraiment que je ne vous reconnaîtrais pas ?» Madeleine avança lentement dans la pièce. « J'ai su qui vous étiez dès l'instant où vous êtes entré dans ce bureau. Vos yeux, madame. On ne peut pas changer ses yeux. Alors pourquoi m'avoir laissé entrer? Pour voir ce que vous cherchiez, pour comprendre ce que vous saviez. Et maintenant, je sais. » Madeleine claqua des doigts, et 2 hommes massifs entrèrent dans la pièce. Des gardes du corps. « Emmenez-la dans la cave. » Colette fut traînée dans les sous-sols du bordel, un dédale de couloirs humides et sombres qui sentaient le moisi et la pierre froide. Les gardes la poussèrent dans une petite pièce sans fenêtre, meublée seulement d'une chaise et d'une table en bois. Madeleine entra derrière eux et fit signe aux hommes de la laisser seule avec la prisonnière. Une fois la porte refermée, Madeleine s'appuya contre le mur, les bras croisés. « Vous êtes têtue, Madame Marceau, je vous l'accorde. Vous ne vous en sortirez pas. Vraiment? Et qui va m'arrêter? Vous? La justice. » Madeleine éclata de rire. « La justice? Vous ne comprenez toujours pas, n'est-ce pas? Il n'y a pas de justice, il n'y a que le pouvoir. Et j'ai plus de pouvoir que vous ne pourrez jamais en avoir. J'ai vu le dossier, j'ai lu la lettre. Je sais que vous avez tué Étienne. Et alors? Qui allez-vous le dire? Aux magistrats qui viennent ici 3 fois par semaine, aux policiers qui sont sur ma liste de paix, au préfet qui adore passer ses soirées avec mes filles? » Colette sentit le désespoir l'envahir. Madeleine avait raison. Elle contrôlait tout le monde. Il n'y avait personne vers qui se tourner. « Pourquoi ?» murmura-t-elle. « Pourquoi avoir fait tout cela ?» Madeleine s'assit sur le bord de la table, son expression se faisant plus douce, presque mélancolique. « Vous voulez vraiment savoir? Très bien, je vais vous raconter une histoire. » Elle prit une profonde inspiration avant de continuer. « Amélie était comme une sœur pour moi, ma meilleure amie. Nous avons grandi ensemble, partagé tous nos secrets, tous nos rêves. Et quand elle m'a dit qu'elle allait épouser Étienne Marceau, j'ai été heureuse pour elle. Il semblait charmant, prometteur, amoureux. Mais il ne l'était pas. Non, c'était un menteur, un manipulateur. Il voulait juste l'argent de mon oncle. Et quand l'incendie s'est déclaré, il l'a abandonné. Il l'a laissé mourir pour sauver sa peau. » Madeleine se leva et se mit à faire les 100 pas. « J'avais 20 ans à l'époque. J'étais impuissante, personne ne m'écoutait. Mon oncle était brisé, mes parents me disaient d'oublier, de passer à autre chose. Mais je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas laisser Étienne s'en tirer comme ça. Alors vous avez planifié votre vengeance. » « Oui, j'ai tout laissé tomber. J'ai appris à survivre dans les bas-fonds de Lyon. J'ai travaillé dans des tavernes, des maisons closes. J'ai côtoyé des gens que vous ne pouvez même pas imaginer. Et j'ai appris. J'ai appris comment fonctionne vraiment le monde, comment les hommes sont faibles, comment ils trahissent leurs principes pour un moment de plaisir ou de pouvoir. Et vous avez créé ce bordel. Exactement. Un endroit où je pouvais collecter des secrets, manipuler les puissants, construire mon propre empire. Il m'a fallu des années, mais petit à petit, j'ai tissé ma toile. Et quand j'ai été assez forte, j'ai piégé Étienne. Comment avez-vous fait? Je l'ai séduit. Pas physiquement, mais intellectuellement. Je lui ai montré comment mon bordel pouvait être utile à ses affaires, comment il pouvait y rencontrer des clients, conclure des deals, blanchir de l'argent. Il est tombé dans le piège, et une fois qu'il était dedans, je l'ai tenu. Et vous avez collecté toutes les preuves de ses crimes. Oui, chaque transaction illégale,
chaque corruption, chaque meurtre. J'ai tout documenté. Et quand j'en ai eu assez, je lui ai présenté le choix. Soit il me léguait toute sa fortune et acceptait de mourir, soit je révélais tout et il finissait en prison après avoir vu sa réputation détruite. Il a choisi la mort. Oui, parce qu'il était orgueilleux, il préférait mourir en gardant son image intacte plutôt que de vivre dans la honte. Colette secoua la tête, écœurée. « Vous êtes un monstre. »« Non, Madame Marceau, je suis une justicière. Votre mari a tué Amélie. Il méritait de mourir. Et toutes les autres personnes que vous manipulez, elles méritent aussi de mourir. Elles méritent d'être contrôlées. Ce sont des prédateurs, madame. Des hommes qui abusent de leur pouvoir, qui écrasent les faibles, qui corrompent la société. Je ne fais que retourner leurs propres armes contre eux, en devenant exactement comme eux. » Un silence pesant s'installa. Madeleine détourna le regard. « Peut-être, mais au moins, je suis honnête sur ce que je suis. »« Que comptez-vous faire de moi ?» Madeleine se tourna vers elle, son expression redevenant froide. « Vous êtes un problème, Madame Marceau. Vous savez trop de choses. Normalement, je devrais vous éliminer. Alors faites-le. » Mais Madeleine marqua une pause. « Vous me rappelez Amélie, têtue, déterminée, refusant d'abandonner, même face à l'adversité. C'est pourquoi je vais vous faire une proposition. » « Laquelle ? » ?»« Quittez Lyon. Partez loin, changez d'identité, recommencez votre vie ailleurs. Je vous donnerai assez d'argent pour vivre confortablement. En échange, vous oubliez tout ce que vous avez découvert. Vous ne parlez jamais de moi, de ce bordel, de rien. Et si je refuse, alors vous mourrez, tout simplement. On retrouvera votre corps dans la Saône et ce sera classé comme un suicide, la veuve désespérée qui s'est noyée de chagrin. Colette la fixa longuement. Elle savait que Madeleine était capable de mettre sa menace à exécution. Elle avait déjà tué une fois, elle n'hésiterait pas à recommencer. Mais accepter cette proposition signifierait abandonner, signifierait laisser Madeleine continuer son règne de corruption et de chantage, signifierait trahir la mémoire d'Amélie, qui méritait mieux que cette vengeance tordue. « Je veux vous poser une question, » dit finalement Colette. « Pensez-vous vraiment qu'Amélie aurait voulu cela ? Pensez-vous qu'elle aurait voulu que vous deveniez ce que vous êtes devenu ?» Madeleine tressaillit imperceptiblement. Amélie était innocente. Elle ne comprenait pas comment fonctionne le monde. Elle aurait eu pitié de vous, elle aurait pleuré en voyant ce que vous êtes devenu. Taisez-vous. Vous ne l'avez pas vengée. Vous avez sali sa mémoire. Vous avez transformé son souvenir en quelque chose de noir et de tordu. Je vous ai dit de vous taire. La voix de Madeleine avait grimpé dans les aigus, tremblante de colère et peut-être de quelque chose d'autre. De la culpabilité, du doute. Colette se leva lentement. « Laissez-moi partir. Pas avec votre argent, pas avec vos menaces. Laissez-moi simplement partir et je ne dirai rien. Non pas par peur, mais par pitié. Parce que vous êtes déjà prisonnière de votre propre vengeance. » Madeleine la fixa longuement, ses yeux brillants d'une émotion indéchiffrable. Puis sans un mot, elle se dirigea vers la porte et l'ouvrit. « Partez. Pardon ? Partez. Maintenant, avant que je ne change d'avis. » Colette ne se le fit pas dire 2 fois. Elle passa devant Madeleine et remonta rapidement les escaliers. Personne ne l'arrêta. Les gardes semblaient avoir reçu l'ordre de la laisser passer. Elle sortit du bordel dans la nuit froide de février, le cœur battant, les jambes tremblantes. Elle ne comprenait pas vraiment ce qui venait de se passer. Pourquoi Madeleine l'avait-elle laissé partir ? Peut-être parce qu'au fond d'elle, il restait encore une trace de l'ancienne Madeleine, la jeune fille qui aimait Amélie et qui rêvait d'un monde meilleur, ou peut-être simplement parce qu'elle était lasse de la violence, de la manipulation, de cette vie qu'elle s'était construite sur la haine et la vengeance. 2 semaines plus tard, Colette quitta Lyon. Elle prit un train pour Marseille, puis un bateau pour l'Italie. Elle recommença sa vie sous un nouveau nom, dans une ville où personne ne la connaissait. Elle ne chercha jamais à exposer Madeleine. Elle tint sa promesse, non par peur, mais parce qu'elle avait compris quelque chose d'essentiel.
La vengeance ne mène nulle part. Elle ne fait que créer plus de souffrance, plus de douleur. Étienne avait été un homme cruel, corrompu, qui méritait d'être puni. Mais la façon dont Madeleine l'avait fait l'avait transformé en monstre. Et Colette refusait de devenir comme elle. Parfois, dans ses nuits d'insomnie, elle pensait à Madeleine. Elle se demandait si la jeune femme avait trouvé la paix, ou si elle continuait à régner sur son empire de secrets et de ténèbres. Elle ne le saurait jamais. Mais une chose était certaine. Colette avait survécu. Elle avait découvert la vérité, affronté ses démons et choisi de vivre plutôt que de se consumer dans la haine. C'était peut-être la seule vraie victoire possible. Qu'avez-vous pensé de l'histoire ? Laissez votre commentaire ci-dessous et partagez vos réflexions sur ce cas terrifiant. Envie d'autres histoires d'horreur mêlant histoire et mystère. Abonnez-vous, activez la cloche de notification et partagez avec ceux qui aiment le côté obscur de l'humanité. À bientôt pour le prochain cauchemar. Des années plus tard, un jeune journaliste de Paris mena une enquête sur la corruption à Lyon dans les années 1880. Il découvrit des traces du réseau qui avait contrôlé la ville pendant des décennies. Il trouva des documents mentionnant un certain Étienne Marceau, banquier véreux impliqué dans de nombreuses malversations. Il trouva aussi des références à un bordel de la rue des Fantasques qui aurait servi de centre névralgique à ce réseau. Mais quand il essaya d'en savoir plus, tous les témoins étaient morts ou avaient disparu. Les archives avaient mystérieusement brûlé lors d'un incendie en 1897. Le bordel lui-même avait été rasé et remplacé par un immeuble d'habitation. C'était comme si quelqu'un avait soigneusement effacé toutes les traces de cette époque sombre, quelqu'un qui avait beaucoup à perdre si la vérité était révélée. Le journaliste abandonna son enquête, frustré mais impuissant. Et quelque part, dans une villa élégante sur la Côte d'Azur, une femme aux cheveux grisonnants lisait cet article avec un sourire énigmatique. Madeleine Roche avait survécu à tout. Elle avait prospéré et elle avait effacé ses traces. L'histoire était terminée, mais les secrets, eux, demeuraient enfouis dans les ombres de Lyon, à jamais.